Il aura tenu bon jusqu'au bout du bout. Joseph Kabila Kabange, dont on attendait qu'il rassure de sa volonté à ne pas briguer un autre mandat, aura tenu 2 ans durant en haleine toute la classe politique congolaise et même bien au-delà. Mais à 1 heure de la clôture des dossiers pour le compte de la présidentielle, Lambert Mende, ministre porte-parole du gouvernement, lui-même informé sans doute quelques minutes auparavant, a révélé le nom de l'oiseau rare. Emmanuel Ramazani Shadari est, à la surprise générale, le candidat du Front commun pour le Congo FCC, la coalition au pouvoir à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Mais pour les soutiens du régime, c'est le meilleur choix, un patriote convaincu qui a fait toutes ses gammes au sein du parti au pouvoir et un fidèle des fidèles du président Joseph Kabila. La RD Congo, un des pays les plus pauvres du continent, malgré son sous-sol d'une richesse indécente, s'apprête donc à vivre la première passation pacifique du pouvoir à sa tête depuis son indépendance en 1960. Le candidat du FCC pour remporter la mise aura forte affaire face à 22 autres candidats, dont plusieurs ténors de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamere ou indépendants comme Alain Daniel Shekomba, candidat sous la bannière Mission Nouvelle, ou la seule femme dans cette liste, Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance nationale des élites du Congo ANC. Mais le grand absent à ce scrutin sera sans doute Moïse Katumbi Tchapoué, empêché de rentrer sur le sol congolais avant la date butoir de l'enregistrement des candidatures. Pourquoi le suspense a duré aussi longtemps avant le nom du candidat du FCC? Le président Kabila a-t-il eu raison de faire ce choix? Et quelles sont les chances de ce candidat de ratisser large? Quid de la volonté de l'opposition qui soutient une seule candidature? De tout ceci, nous parlerons au cours de ce numéro de votre émission Angle de Vue. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous retrouver. RD Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du FCC, fidèle de Joseph Kabila. Pour quelle chance face à l'opposition? C'est le thème central de cette émission. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau avec nous pour en parler, Moïse Soudé, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes journaliste à Soleil FM Bénin. Face à vous, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Lamine Tissé, vous avez longtemps, sinon toujours été, sur nos plateaux RD Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat. Est-ce que vous voyez cela venir? Je suis très heureux. D'abord, je veux exprimer ma joie parce que plusieurs fois sur ce plateau, j'ai dit qu'il fallait laisser le temps à Kabila d'assainir, d'aller vers une démocratisation beaucoup plus apaisée. D'autant plus qu'il y a des préalables, la liste électorale, etc. etc. Aujourd'hui, la conclusion me rend très fier de voir que au moins un président de la République est en train de tenir à sa parole et le processus est enclenché maintenant. Voilà. Moïse Soudé, pourquoi ce choix selon vous? Déjà, pourquoi le président Kabila n'est pas candidat à un 3e mandat alors que tout le monde, ou presque, le voyait le faire? Non, vous savez, entre-temps, il avait déjà promis qu'il ne ferait pas, qu'il n'allait pas toucher à la Constitution. Et étant donné que, bon, il n'avait pas encore trouvé celui qui devrait le remplacer, c'est ça qui a fait durer le suspense. Parce que quand vous avez dirigé un pays pendant 17 ans et que vous êtes appelé à quitter le pays, il faut trouver un homme de confiance. Et aujourd'hui, c'est l'oiseau rare. Donc, il est allé, il a réfléchi, il a pris tout son temps, et il a fini par choisir. Mais il a aussi cédé à la pression parce que depuis 2016, il devait partir. Et vous avez tout ce qu'il y a comme pression au niveau national comme au niveau international. Donc, il n'a pas voulu, disons, mettre son pays à feu à sang. Il a décidé de partir en choisissant l'homme à qui il a plus confiance. Voilà. Lamine Tissé, le président Kabila, par la mobilisation de l'opposition, de la société civile, la CENCO aussi, est-ce qu'il n'a pas été un peu forcé, disons contraint, d'abandonner le tablier? Parce que à sa dernière sortie, où il a encore un peu plus embrouillé les cartes, vous étiez un peu hagard sur ce plateau, vous ne saviez pas réellement si Kabila partirait ou pas. Oui, parce que, enfin, sa manière de faire, sa méthode, elle est surprenante. Parce qu'on ne savait pas, jusqu'à la dernière minute, on s'est dit que finalement, il va rester. Bon, disons, c'est un bon politique, ou sinon, bon politicien. Puisque déjà, c'est un ouf
il a baissé d'un cran la tension sociale. Mais ce que je voudrais dire par rapport aux pressions, évidemment, il n'y a pas de lutte qui ne soit pas une pression dans un pays. Mais je ne pense pas que celui qui est venu par les armes dans un pays ne connaît pas suffisamment la pression. La pression de l'insécurité, la pression de la guerre, elle est beaucoup plus forte. Et quand vous comparez, par exemple, le Congo RD avec les deux Congos, Rwanda, Paul Kagame, il est parti au référendum contre vents et marées. Il s'est imposé. L'autre pays à côté, le Congo voisin, a fait la même chose. Mais Kabila n'est pas allé au-delà de ça. Et je pense que... La ministre, il y a eu des velléités. On a tenté de faire enrôler les gens en 2015, ça a échoué. La mobilisation était forte, il y a eu des gens tués. On a tenté de toucher à la Constitution, Congo, il y a eu des morts. Oui, d'accord. C'est la mobilisation qui a peut-être mobilisé Kabila. D'accord. Dans d'autres pays, les gens sont tués aussi avec la mobilisation. Mais il y avait la bénédiction et la volonté des impérialistes dans l'autre côté, qui ont voulu que l'autre soit là. Selon vous, c'est l'impérialisme qui a donc abandonné Kabila et qui n'a pas aidé à ce que son dessein de s'éterniser au pouvoir se fasse. Je voudrais dire la lutte des populations, évidemment, c'est une pression. Mais Kabila également a pris une décision, n'est-ce pas, de respecter son engagement. Parce que vous pouvez vous parler de Semco, vous parlez de la jeunesse, les gens qui sont tués. Il ne faut pas continuer à faire cela. Mais il pouvait dire, je continue puisque j'ai l'arme. Parce que par ailleurs, ça s'est imposé. Et puis les gens après, il y a quoi? En Côte d'Ivoire, on a tué 3000 morts. Parce qu'un président a été têtu. Mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas qu'on essaie de ternir un peu cette volonté de Kabila à vouloir dire... Parce que finalement, on ne va plus le remercier. Hein? On ne va plus lui dire, Kabila, vraiment, tu as respecté ta parole. Si on veut maintenant dire que tout ça là, c'est la pression. Je dis, il faut donner à la pression sa place. Dans le débat, il faut donner au combat des citoyens sa place, il faut donner au combat des politiciens sa place, mais il faut donner à Kabila sa volonté de conduire le pays vers la paix. Voilà, votre avis est clair. Est-ce que ce choix de dernière minute, Moïse Soudé, n'est pas aussi dû à la difficulté d'imposer ce candidat-là? Parce que, visiblement, personne ne voit cela venir. Le candidat désigné avait lui-même fait campagne pour que Joseph Kabila s'éternise au pouvoir. Il a rencontré la base, il a été dans le Congo, il a demandé aux gens d'apporter leur soutien à ce que Kabila continue. C'est, on va dire, c'est l'un des kabylistes les plus durs, c'est l'aile dure du parti. L'homme est accusé de dizaines, sinon de centaines de répressions quand il était aux affaires, notamment ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce choix-là n'est pas aussi un choix par défaut? Parce que dire devant peut-être, disons, 2-3 semaines, un mois avant que ce sera lui, cela aurait peut-être pu effriter la coalition, parce qu'on sait tous qu'en Afrique, quand le chef n'est pas là, tout le monde a envie de mettre les pieds à l'étrier. Oui, vous savez, ça c'est une stratégie des vrais hommes politiques. Parce que s'il avait révélé le nom de son dauphin, ça allait poser des problèmes. Il y aurait eu des candidatures multiples. Et jusqu'au dernier moment, il a maintenu sa position comme quoi il sera candidat. Parce qu'il a cherché dans son entourage, en qui pouvait-il avoir confiance? Parce qu'un président qui veut quitter le pouvoir assure toujours ses arrières. Il faut qu'il assure ses arrières. Et il a vu la guerre des clans autour de lui. Il a fini par choisir l'homme qui répond à ses aspirations. Et j'ai dit, Kabila, au-delà de tout, doit être remercié. Parce qu'il n'était pas obligé de ne pas être candidat. S'il voulait tenir comme ses voisins, il allait partir. Rien ne se passerait. Quiconque s'oppose à lui sera écrasé. Mais il a pensé au passé. La guerre. Vous savez, il ne veut plus. L'assassinat de son père notamment. Oui, il ne veut plus qu'il y ait des citoyens qui vont mourir pour rien. Donc il a décidé, même si il a pris le temps de réflexion. Aujourd'hui, il a trouvé celui qui peut faire sa volonté. Parce que c'est souvent difficile en Afrique, quand vous voulez quitter le pouvoir et que vous n'avez pas un homme de confiance, dès qu'il sera élu, il vous tourne dos et il va vous faire la fête. C'est-à-dire qu'il peut vous poursuivre. Donc, Kabila a attendu. Ce qui est sûr, Ramazani savait qu'il serait candidat parce que c'est à 1 heure de la clôture. Les dossiers étaient déjà préparés. Il savait. Mais Kabila n'a pas dévoilé le nom de son candidat pour éviter qu'il y ait des problèmes au sein de son parti.
Voilà. Est-ce que, à travers ce choix, Lamine Cissé, le président Joseph Kabila Kabange est assuré de garder la main, selon vous? Non, le problème, c'est pas de garder la main. Le problème, peut-être que c'est de continuer le processus de développement, c'est-à-dire sa vision. Parce que vous savez, ces 2 dernières années, ces 3 dernières années, Kabila n'était pas en odeur de sainteté avec les multinationales. Il a changé les conventions, etc. Il dit qu'il faut que la richesse... Donc, dans son entourage, c'est le discours révolutionnaire qui apparaissait, comme son papa le faisait. Et ça fait que les autres sont allés épauler les autres. Ces multinationales n'étaient plus en sécurité. Mais il faut aller avoir un homme de main, un homme de fer, un homme de confiance qui puisse perpétuer ce combat-là. Moi, je pense que c'est ce qui a valu ce choix-là. Moïse Soudé, je voudrais revenir avec vous. Il y a eu les cas russes où Poutine et Medvedev, j'y arrive, se sont interchangés le pouvoir avec paix, tout s'est très bien passé, mais il y a aussi le cas limitrophe angolais à côté où João Lourenço a été adoubé par le président, mais dès lors qu'il a pris le pouvoir, des fils de Dos Santos ont été inquiétés, parachutés, sinon limogés de leur poste de responsabilité, des postes extrêmement hauts dans l'appareil d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir Ramazani docile ministre de l'Intérieur, répression à outrance, sanctionnée par la communauté internationale, notamment gel des avoirs et consorts en Europe, est-ce qu'aujourd'hui, avoir ce dauphin-là, aussi docile soit-il, assure un après-régime tranquille ou une retraite paisible pour Kabila et son clan? Oui, vous savez, Kabila a pris toutes ces dispositions parce que ce n'est pas n'importe qui l'a mis là. Ramazani avait déjà eu des problèmes avec la communauté internationale, mais il n'a pas été abandonné par Kabila. Kabila l'a soutenu et lui, à son tour aussi, a voulu que le président continue de gérer le pouvoir. Mais si Kabila a fini par lui laisser la main, c'est qu'il a compris que celui-là peut faire l'affaire. C'est vrai que les multinationales se sont attaquées à Kabila. Kabila a dit qu'il va rester au pouvoir. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ils se sont attaqués à Kabila. Ils ne se sont pas attaqués aux autres. Dans les autres pays limitrophes, ils ont donné leur bénédiction pour que les gens fassent un 3e mandat. Mais parce que Kabila, à un moment donné, a bousculé les intérêts. Et il se dit dans son entourage, la seule personne qui peut continuer ma politique, c'est-à-dire permettre au pays de se développer, c'est Ramazani. Il n'a pas été, il n'est pas bête. Il a pris le temps de réflexion. Malgré tout ce qu'on dit, il n'a pas réagi, mais il avait son plan. Donc c'est un plan de fin stratège. Il sait qu'aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il est parti, mais il n'est pas parti. Vous parlez de développement, mais aujourd'hui, le Congolais lambda meurt de faim. Les gens sont tués dans le pays. L'insécurité est galopante. On ne peut pas défendre le bilan de Joseph Kabila. Selon vous, est-ce qu'on peut défendre ce bilan-là? Non, écoutez. 17 ans de pouvoir dans les conditions dans lesquelles tout ce qu'on sait de la richesse du Congo, pourquoi a-t-on attendu 2 ans ou 1 an et demi avant d'avoir des problèmes avec les multinationales? Pourquoi n'a-t-on pas voulu développer le Congo avec tout ce qu'il y a dans son sol? Non, vous savez, à un moment donné, les multinationales avaient une certaine emprise sur le RDC. Ils venaient exploiter les richesses du sous-sol qui renvoyaient chez eux. Donc avec la complicité du chef de l'État? Avec la complicité du chef de l'État. Ce n'est pas interdit à un moment donné de prendre comme ça pour dire « je ne veux plus composer avec vous parce que pendant longtemps, vous nous avez ruinés ». Pourquoi ce désir de ne plus vouloir composer avec mais il a compris, vient alors qu'on doit quitter le pouvoir? Est-ce que ce n'est pas plutôt, je dirais, une porte, un échappatoire que de se dire « nous voulons développer le pays, nous voulons en finir avec les grands groupes » alors que constitutionnellement, vous êtes appelé vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir fait amende honorable au dernier moment pour avoir compris que son pays a besoin d'être développé. C'est vrai que combien de présidents africains, dites-moi, peuvent résister aux multinationales? Combien de présidents africains? Combien de présidents africains dont les pays sont riches en sous-sol peuvent résister aux multinationales? Si vous résistez, vous perdez le pouvoir. Mais à un moment donné, il a pris conscience, il dit, même si je dois partir, il faut quand même que je laisse un certain héritage à mes compatriotes. Donc moi, je ne lui en veux pas pour cela. S'il avait continué jusqu'à la fin de son mandat, on aurait pu dire qu'il a vendu le pays. Mais il a pris conscience. Oui, bon, mais sur ce point-là, précis, mais Kabila sait que son pays a été tué par les multinationales.
La leçon, elle est là. Il en est conscient. Mais, ouais, donc, il y a participé. Il faut, non. Sa responsabilité engagée aussi, la même Cissé. Comment? C'est lui qui a tué son père? Non. C'est ces multinationales qui sont allées le chercher. Sa responsabilité dans la gestion du pays, notamment. On ne peut pas aujourd'hui dire que Kabila est blanché dans la gestion que vous reprochez aux multinationales. Ce que je voudrais vous dire, vous pensez que la gestion d'un pays qui fait 2 400 000, plus de 2 445 km², pendant l'indépendance, les multinationales sont là, implantées. Ils sont sur l'économie, ils ont mis la même mise. Ils ont créé des néocoloniaux. Mais pourquoi tu n'es pas posé la question, Jean-Pierre Bemba, juste la coïncidence de sa libération et puis la précipitation? On va en parler. On va en parler. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas dans le secret des jeux, mais ces multinationales sont tellement puissants que comment on a pu aller infiltrer et aller payer, tuer un président? Kabila, fils, ne veut certainement pas être victime. Il s'est ancré. Il a ancré les bases d'abord. Et il a commencé maintenant. 17 ans de gouvernance. C'est ce que je voudrais dire. Mais c'est un pays qui est énormément vaste. Tu sais, depuis l'indépendance, vous savez depuis combien de temps ces gens-là sont entrés? Est-ce que ce business des multinationales à la mine Cissé n'a pas profité aussi au président Joseph Kabila Kabange et à son clan? Comment ça? C'est ce que je voudrais dire. Comment? Kabila est récent en RDC. Donc, la RDC, il n'a tiré aucun profit de ce que vous dénoncez. Non, je ne dis pas ça. Je dis, il faut prendre la RDC depuis avant Mobutu, jusqu'à Mobutu, tout le règne de Mobutu. La RDC est dans la main des multinationales. C'est quand le père Kabila est venu là, le père Laurent Désiré Kabila, durant son règne que les Congolais ont commencé à avoir de l'argent et à s'enrichir. Ils l'ont tué. Ils ont amené son fils. Mais il est en train de faire le ménage. Il est en train de s'installer. Mais il y avait tellement de pression contre ce monsieur-là que s'il n'était pas stratège, lui aussi, il allait créer la rébellion, la guerre dans son pays. Il allait créer la guerre. Parce que les militaires, ils sont prêts à armer des gens pour venir te déloger parce que tout simplement, tu es en train de toucher à leur intérêt. C'est pourquoi j'ai dit, au moment où lui, il a pris le temps de dire non, ça s'arrête, c'est en ce moment où, quand il a donné le pays aux Chinois, qu'est-ce que la Banque mondiale a dit? Qu'est-ce que les autres ont dit? Ils ont commencé à lui faire la guerre. Parce que tout simplement, les infrastructures, j'ai dit, les Chinois, viennent, je vais vous payer avec ma richesse, ça a causé un problème. Est-ce que la RDC, c'est pour eux? C'est leur pays? C'est notre pays. Mais eux, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui nous dictent. C'est ça le problème. Maintenant, il faut la continuité. Il faut la continuité. Et le peuple centrafricain, RDC aujourd'hui est assez mûr. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec la communication, il y a Sika TV qui fait un travail formidable de d'éveil des consciences des masses, des populations. C'est extrêmement important ce qui se passe aujourd'hui. La dynamique de la révolution est en train de prendre. Donc, aucun chef d'État aujourd'hui ne peut faire, aujourd'hui, ce que vous faisiez il y a 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes dans un processus, continuons le processus. Voilà. Les forces et les faiblesses, aussi vous en trouvez du candidat du FCC, du Front Commun. Non, vous savez, je ne peux pas parler de force et de faiblesse. L'essentiel pour Kabila, c'est que la politique mise en place pour le développement de ce pays-là, parce que Kabila a compris, Jean-Pierre Bemba, vous savez comment il a quitté la CPI. Il faut vous dire pourquoi, précipitamment, comme ça on l'a libéré. C'est parce que il va faire le jeu des multinationales pour terrasser le candidat de Kabila. Ce n'est pas précipitamment, vous supposez, parce qu'il a eu son procès en appel. Non, il faut laisser ça. Tout le monde comprend que Jean-Pierre Bemba... On parle de la coïncidence. La coïncidence, sans apporter de preuves sur le plateau, je ne peux pas vous laisser dire... Drôle de coïncidence. Je ne peux pas vous laisser affirmer. Ok. Non, il n'a pas affirmé. Je n'ai pas affirmé, j'ai dit... une analyse politique. J'ai dit, analysez bien. Aujourd'hui, Kabila va partir. On cherche quelqu'un. Tout le monde sait. Tout le monde ne sait pas. Vous supposez. Quand vous voyez comment ça évolue dans ce pays-là, on dit le Zaïre est un scandale géologique. Et les multinationales viennent se serrer. Quiconque se met en travers de leurs intérêts, on l'élimine. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, Kabila ne fait plus le jeu. Kabila a choisi de composer désormais avec les Chinois. Moïse Soudé, vous semblez occulter le fait que depuis 2 ans, Joseph Kabila Kabange aurait dû quitter son poste de chef d'État constitutionnellement, c'est-à-dire en respect de la Constitution. Donc, quelle analyse que vous faites doit prendre en compte ce paradigme-là. C'est parce que
on est au-delà du délai constitutionnel, qu'on ne peut pas légitimement faire valoir le patriotisme ou l'amour du peuple congolais, du président Joseph Kabila Kabange. Attention, cela n'a rien à voir avec le patriotisme. La démocratie occidentale n'a rien à voir avec le patriotisme africain. Vous parlez de vous parlez de Joseph Kabila. Vous dites que depuis 2 ans, il a voulu ou il a tenté de faire face aux multinationales. Mais depuis 2 ans... qu'il est au pouvoir, je dis. Depuis 2 ans, je parlais de l'analyse de Moïse Soudé, mais depuis 2 ans, constitutionnellement, il aurait dû quitter le pouvoir. Donc, si on prend en compte le fait que, c'est illégitime, le fait d'être resté au pouvoir au-delà de cette période-là, cela doit donc rentrer en ligne de compte pour cette analyse-là. Non, c'est-à-dire que quand vous liez le patriotisme à la démocratie conventionnelle, moi, je ne suis pas à l'aise. Cette démocratie-là, importée là, ça n'a rien à voir avec le patriotisme africain. Parce que la démocratie qui appauvrit son peuple n'est pas une démocratie pour nous. Le peuple congolais est-il riche aujourd'hui? Pardon? Le peuple congolais est-il riche? Le peuple congolais mange-t-il à sa faim? Vous parlez Les Congolais sont-ils en sécurité? C'est la question que je vous pose. Ouais, depuis quand? Non, je vous pose la question, répondez-moi. Mais durant 17 ans. Vous le circonciez en 17 ans. Vous avez dit qu'il a fait 17 ans au pouvoir. C'est la période que Joseph Kabila Kabange a fait au pouvoir. Durant cette période-là, combien de Congolais mangent à leur faim? Combien de Congolais sont en sécurité? Des gens meurent au jour le jour dans le Congo. Non, toujours ça a été toujours comme ça. Les gens sont toujours... Le Rwanda, là, le problème entre le Rwanda et le Congo. Au moins, les Banyamulenge, tout ça, là, il y avait toujours des troubles, le temps de Mobutu Sese Seko. J'ai dit, le Congo est un pays où il y a eu toujours des troubles. Mais maintenant, quand vous voulez évaluer le bilan d'un chef d'État, vous l'évaluez par rapport à l'existant. Quel était l'existant Congo quand Kabila, son papa, était tué? Et par rapport à maintenant. C'était cela dont... Maintenant, si on parle de la pauvreté d'une manière générale, je dis le Congo est victime de sa richesse. Et que ces multinationales-là, ils vivent de nous. C'est un problème... D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, il faut couper ce cordon. C'est ce qui a été fait. Il faut éliminer ce système-là. Mais depuis 2 ans, Joseph Kabila ne devait plus être président de la République. Mais pourquoi vous vous accrochez à cet aspect parce que toute république a une constitution. Et la constitution, elle est inviolable. C'est ce que je dis. Vous êtes journaliste, vous êtes homme de presse. Vous comprenez ce que je dis? Non. Je suis d'accord avec vous que depuis 2016, il devait partir. Il n'est pas parti. Parce qu'il a voulu faire un certain nombre de réglages. Constitutionnellement, la Cour constitutionnelle a dit, ils ont statué pour dire, la Constitution de la République a dit, tant qu'il n'y a pas élection, le président est là. Mais le problème est que les gens sont d'accord, l'Union africaine, etc., pour dire... On te donne ce délai-là, tu pars. Et il y a un consensus autour du délai. Le problème maintenant, c'était autour du délai. Voilà, mais le délai est arrivé, il a dit maintenant je pars. Mais il faut applaudir. La 26e, nous allons évoluer. Nous sommes en construction des États-nations. Nous n'avons pas encore d'États-nations. Nous avons des États-nations embryonnaires et qui sont très fragiles. Et cette démocratie, elle n'est pas une démocratie du peuple. C'est une démocratie des élites. Donc il faut faire attention. Nous ne sommes pas dans un processus qui nous appartient. Nous allons en parler. Nous continuerons d'en parler. Du côté de l'opposition, il y a plusieurs têtes de pont qui se sont déclarées. Est-ce que c'était une bonne stratégie que tout le monde se déclare en attendant de savoir s'il faut aller converger vers un soutien? Vous savez, c'est ce que j'ai toujours reproché aux opposants africains. Tout le monde veut être candidat et on émiette les voix. C'est pas possible. On aurait pu choisir entre 2, 3 candidats pour représenter l'opposition. Katumbi, il est hors jeu, il ne peut plus être candidat parce qu'il n'a pas pu déposer son dossier, sa candidature. Il y a le fils de Tshisekedi qui est aux affaires, qui vient. Il y a Jean-Pierre Bemba. Moi, je crois que l'opposition aurait pu se concerter pour dégager un candidat. Qui est-ce qui fait le poids pour affronter? Dans un pays où beaucoup de personnes sont accusées d'ourdir un plan au profit du régime en place, est-ce que ce n'était pas plus indiqué que plusieurs ténors de l'opposition déposent leur candidature afin que, au fil, parce qu'il y a encore le filtre de la CENI qui n'a pas encore dit qui est effectivement éligible ou non. La CENI peut aujourd'hui décider que Jean-Pierre Bemba ne remplit pas les conditions selon le code électoral pour aller aux élections. Et si l'opposition s'était réunie pour dire nous désirons Jean-Pierre Bemba et que Jean-Pierre Bemba est disqualifié, ça aurait pu être je dirais, une stratégie non payante. Donc aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas mieux pour l'opposition de faire déposer je vous pose la question, Lamine Cissé, de déposer plusieurs dossiers pour demander le vote des Congolais,
quitte au fil, je dirais, au fur et à mesure du processus, se rallier derrière un seul candidat. Oh oui, c'est une stratégie. Vous êtes devenu un homme politique sur le plateau. C'est un processus. C'est un processus, c'est une stratégie qui est plausible, parce qu'on ne sait pas quelle candidature va être acceptée. Tout à fait. Il vaut mieux qu'on attend que, n'est-ce pas, le lot de candidats qui vont être retenus vont se concerter avec ceux qui ne sont pas retenus pour dire, bon, nous puisqu'il y a eu 5 candidatures de l'opposition, des candidatures très importantes, je crois déjà qu'il y a une certaine alliance parce qu'il aurait pu en avoir une dizaine, voire une quinzaine. Il y a eu 5 grands candidats. Il y a Jean-Pierre Bemba même qui appelle à l'unité. Tout à fait. Il y a eu d'ailleurs une réunion récente entre, si je ne m'abuse, le parti de Jean-Pierre Bemba, représenté par FB Zaïba. Il y a le candidat de l'UDPS, Félix Tshisekedi qui y était. Il y a Vital Kamere de l'UNC qui y était aussi. Et ces hommes-là, aujourd'hui, je suis d'accord, la multiplicité des candidatures, ça peut porter. Quand on va valider la liste, il faudrait que ceux qui seront retenus puissent s'entendre réellement pour dégager un candidat consensuel. Et la quasi-totalité des leaders de l'opposition aujourd'hui sont d'accord qu'on ne peut pas gagner une élection sans aller en fond commun. Parce que la particularité de l'élection en RD Congo, c'est que c'est une élection à un tour. Oui, voilà, maintenant, quand... Il faut trouver le candidat consensuel. Je suis d'accord qu'il y ait beaucoup de candidatures, mais il va falloir trouver le candidat qui va rallier tout le monde. Et quel est-il, selon vous? Écoute, je n'ai pas de nom à donner, mais ce qui est là, il y aura la guerre des intérêts. Forcément. Il y aura la guerre des intérêts. C'est qui voyez-vous représenter légitimement la grande partie de l'opposition congolaise aujourd'hui? Parce que le problème est qu'ils sont divisés selon les régions. Tout à fait. Pose un problème. Ça pose aussi un problème. Et souvent, vous savez, la candidature unique, ça fait perdre. Si l'élection était à 2 tours, mais à un seul tour, ça fait perdre. Oui, mais dans un pays aussi vaste que le Congo, si les populations... il y a la difficulté de faire 2 fois une campagne électorale. Il y a des contingences qui font que aujourd'hui, en l'état, un scrutin... Aujourd'hui, je suis d'accord. Je suis en train de l'analyser dans le fait, mais ce que vous dites, c'est des obstacles. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je suis en train d'analyser ça dans les faits pour lui dire, comme la loi étant, c'est déjà un problème. Parce qu'un problème est que si vous prenez un candidat consensuel, il est consensuel pour vous, les leaders, mais est-ce qu'il est consensuel pour le peuple? Ça pose un problème. Il y a des gens qui sont de la fixation. C'est mon leader ou je ne vote pas. C'est mon leader ou je vote pour le pouvoir en place. Donc ça desservit souvent. Bon, c'est mieux quand on va au 2e tour, on sait que le vote a imposé quelqu'un contre le pouvoir, tout le monde se range derrière naturellement. Mais pour le premier tour, même s'ils ont une alliance, ils dégagent un seul candidat consensus. Il faut de la bonne communication au niveau de la base pour que ça passe. Parmi ces ténors-là, qui voyez-vous? Félix Tshisekedi, je dirais... je crois que Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, pourquoi pas? Jean-Pierre Bemba, lui-même, quand il est venu, il a dit... même si ce n'est pas lui... En 2005, il a eu plus de 40%. Oui, d'accord, 2005 est différent de maintenant, tu sais, vous savez. Oui, mais il a une base. Comme vous l'avez dit, le Congo fonctionne souvent par peut-être ethnicisation. Je mets le mot en griffe, parce que le peuple est dans son ensemble, le pays est entier, mais les gens fonctionnent souvent par région, par origine. Absolument. Il y a cela qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre celui qui a un consensus, un parti qui soit largement aussi représenté, bien implanté. Sur le plan national. Le MLC a cet cet avantage-là, l'UDPS aussi a cet avantage-là. Donc le choix peut être fait à partir de ces éléments-là. Voilà. Alors, nous allons parler de notre opposant. Lui n'a pas pu rentrer au Congo. Tout le monde sait de qui il s'agit. Moïse Katumbi Tchapoué. Le feuilleton, sinon le scénario qui a amené à son éviction ou au fait de l'avoir empêché de rentrer en RD Congo, on va en parler. Quel est votre avis là-dessus? C'est bizarre, le vol a démarré de Bruxelles ou en tout cas de l'Europe. Finalement, il n'a pas pu rentrer à Kinshasa, à Lubumbashi aussi. C'était impossible. Finalement, on a annoncé sur Twitter qu'il rentrerait par voie terrestre. Et puis finalement, il y a eu un camion qui a barré le goudron quelque part vers Lubumbashi. Vous savez, c'est... ce qui prouve qu'on lui reconnaît une certaine force de frappe. Et qu'une fois sur le terrain, il pourrait faire mal. Il pourrait faire mal. Maintenant, qui a créé cela? Est-ce que c'est forcément le régime en place? Est-ce que ce n'est pas aussi dans le camp de l'opposition? Est-ce que ses compatriotes opposants ne souhaiteraient pas l'avoir comme partenaire pour l'élection présidentielle? Donc, il y a plusieurs analyses. Parce que
si un certain Katumbi venait au pays, était retenu comme candidat face à un Jean-Pierre Bemba, le choix serait difficile. Le choix serait difficile. Donc, forcément, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, quelqu'un a intérêt à ce que Katumbi ne soit pas candidat. Mais c'est malheureux. Parce que Katumbi, il fait partie quand même des opposants, de ceux qui, à un moment donné, ont tenu tête à Kabila. Si maintenant il est hors jeu, ça sera difficile. C'est peut-être le boulevard qui est ouvert pour Félix Tshisekedi ou bien Jean-Pierre Bemba. Maintenant, à eux de s'entendre pour trouver quelqu'un qui pourra faire le jeu. Voilà. Votre analyse sur les difficultés pour Moïse Katumbi de rentrer en RD Congo, déposer son dossier, l'ami Sissi. Mais il avait fui. Non, mais il n'a pas fui. Il a quitté la RD Congo pour raison de santé, autorisé officiellement par les autorités congolaises. Il aurait dû essayer de venir très plus tôt que maintenant. Donc c'est une mauvaise stratégie de sa part. Moi j'ai dit depuis longtemps, il faut aller au charbon. Quand vous êtes dans l'opposition, allez sur le feu, même si on vous arrête, acceptez qu'on vous arrête. On a promis de l'embastiller s'il rentrait. Mais il n'a qu'à payer, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. On ne peut pas faire de l'opposition bourgeoise. Parce que en fait, l'opposition bourgeoise, jet privé, tout ça là. Je ne vous arrête pas. Je veux parler de la personne de Moïse Katumbi Tchapoué. C'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de coups. Il y a eu une tentative d'assassinat déjà, où il avait dû voyager, aller se faire soigner pendant plus d'1 an avant de rentrer à Lubumbashi. Je parle de l'époque où il était encore gouverneur du Katanga unifié. Ils étaient ensemble avec Ils étaient encore ensemble avec Kabila. On a tenté de le supprimer. Il est revenu. On a tenté de lui coller des affaires. Vous savez tout ce qui s'est passé. La Senko, où plusieurs groupes se sont prononcés, où on dit que le dossier qu'on lui reprochait était un dossier fomenté de toutes pièces. Est-ce que dans ces conditions, le Congo peut assurer... Katumbi doit tout au Congo. Tout Katumbi, à fait. De par son grand-père, son père, lui-même, il s'est vachement enrichi du Congo. Tout à fait. Dans un pays où les gens cherchent à manger, vous êtes en jet privé, vous avez l'équipe nationale, vous avez... C'est un multimilliardaire. Il a eu ça où? Au Congo. Donc moi je dis, est-ce qu'il faut laisser des gens qui ont des jets privés pour envenimer le jeu politique congolais à un moment donné? Mais il n'y a plus de chance parce que il faut... Vous avez affamé le peuple, il faut venir, n'est-ce pas, embastiller maintenant le peuple. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont fait que Kabila fortement s'est opposé à la candidature de... Parce que c'est ça la réalité. Est-ce que ce n'est pas parce que ces deux hommes qui se connaissent comme cul et chemise, comme on dit? Ils ont passé ensemble. Ils se connaissent ensemble. Très bien. Ils ont été ensemble. Ils ont géré ensemble. Toute la force... Tous deux originaires toute la force, voilà, tu as vu, il y a d'abord ce conflit de suprématie. Tout à fait. Parce qu'il faut avouer que Moïse Katumbi est devenu très populaire. Non, il est très puissant. Ce n'est même pas... Il est populaire par son argent, quand même. C'est l'argent et puis l'équipe de nationale. Pas que. Non, vous savez, les multinationales, ils s'appuient sur des éléments. Les gens... pour s'enrichir. Mais on s'appuie sur vous, le support devient très riche. C'est ça le problème. Le Congo doit être géré autrement pour que les populations puissent vraiment... Tellement de milliardaires congolais, s'ils étaient ensemble pour le Congo... Ils sont nombreux. Aujourd'hui aussi. Mais ils en ont profité aussi de la guerre pour s'enrichir. Puisque en étant avec les multinationales, on exploite les ressources par l'intermédiaire de ceux-là et forcément ils ont leur dividende. Mais les Congolais me disent des jets privés, des avions, des hélicoptères descendent et ils prennent la richesse, ils s'en vont. Ils ont créé des pistes en brousse, etc. Ce qui se passe au Congo, c'est inexplicable sur un plateau de télévision. Il faut qu'il y ait un gouvernement très fort, un président très fort, qui crée un consensus. Moi, c'est ce que je voudrais aujourd'hui. On est dans le processus de démocratisation. Ce que je souhaiterais que quand le Congo, quel que soit le président qui va être élu, il n'a qu'à créer un gouvernement de large union. Travailler avec tout le monde. Travailler avec tout le monde. Mettre les gens au travail. Et travailler sur des principes de dire les richesses congolaises restent pour les Congolais. C'est extrêmement important. Vous ne connaissez pas le contenu de mon livre, mais ce dont vous parlez rejoint ma prochaine question. Je vais également quand même vous la poser. Au-delà des offres qui parlent opposition au régime, il y a des offres qui sont quand même des candidats indépendants et qui demandent qu'on dépasse les clivages opposition-pouvoir. Il y a notamment Alain Daniel Chekomba qui dit que l'objectif c'est de mettre au moins 2 repas dans le plat de chaque Congolais et non de penser à qui est opposant ou qui est régimiste.
et qui dit surtout que la responsabilité de la situation au Congo aujourd'hui est, je dirais, de concert avec toutes ces parties-là et qu'il faut dépasser ces clivages-là. Absolument. Pour Absolument. aller... C'est mon point de vue. Ça, c'est valable pour toute l'Afrique d'ailleurs. Vous savez, nous sommes dans le continent le plus riche, le plus exploité, le continent où il y a plus de misère, et parce que nous avons plus de misère par notre richesse. Le Congo aujourd'hui a un devoir, parce que Kabila, il vient de dire oui, je respecte ma parole. Je voudrais que cette dynamique continue et que la fibre patriotique anime, n'est-ce pas, tous ces leaders-là qui courent. Chacun dit, je cours pour le Congo. Mais de grâce, s'ils courent pour le Congo, il faut que nous ayons un Congo apaisé, un Congo de paix, un Congo qui réunit tous ses fils, ses compétences, ses cadres, pour que nous allions là-bas chercher au moins à manger. Mais les gens qui prennent la mer pour aller s'entretuer, parce qu'on a des Congos en Afrique, c'est ça le drame. Voilà. Je suis d'accord avec cet opposant-là. Hein. Si cela se matérialise sur le terrain, vraiment, nous serons le continent le plus paradisiaque dans le monde. Voilà. Il y a une seule candidature féminine, Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance nationale des élites du Congo, candidate indépendante également. Quelle chance voyez-vous pour une dame aujourd'hui de faire face à la situation politique congolaise? Non, vous savez, aujourd'hui, il y a des candidats dinosaures, donc elle n'a pas beaucoup de chance, mais elle peut apporter beaucoup à la réunification du Congo, parce que les femmes, c'est une mère, et une mère sait comment calmer son enfant. Mais je voudrais dire que moi, les Congolais, après l'élection présidentielle, on ne devait plus parler d'opposition. Vous savez pourquoi? On a besoin de travailler pour le pays. On ne devrait plus parler d'opposition. Que ce soit Katumbi qui a suffisamment d'argent, que ce soit Jean-Pierre Bemba, on devait se mettre ensemble pour dire le Congo ne peut pas être riche et les Congolais pauvres. C'est pas possible. Il faut dire le Congo est suffisamment riche. Donc, au lieu d'envoyer l'argent à l'extérieur, il faudrait que la richesse reste au pays pour qu'on puisse permettre aux Congolais, vous l'avez dit, 2 repas par jour. C'est possible. On peut construire des centres de santé, on peut construire. Donc, il faut éviter de donner la possibilité aux multinationales de continuer pas à exploiter le Congo. Vous ne pouvez pas être suffisamment riche et que dans votre pays, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Tout le temps, c'est la guerre. Quand ils vont s'entendre, forcément, il n'y aura pas la guerre. La richesse sera partagée et le Congo va sortir grandi et ça sera quand même un bien pour l'Afrique. Mais tant qu'on va chercher à tirer le drap de son côté, tant qu'on va chercher à faire la politique des multinationales qui dit dans ta région, il y a de l'or, je veux l'exploiter et on va s'associer aux autres. Le Congo ne peut jamais se développer. Donc j'appelle tous les Congolais, tous les hommes politiques appellent l'élection de se mettre ensemble. Ce n'est pas je suis opposant, je suis mouvancier. Non, il faut désormais penser au Congo. C'est très important. Voilà. Pour la femme. Lamine Cissé, oui. Pour la femme. Allez-y. Moi, je souhaiterais que nous ayons 50% des femmes en Afrique président de la République. Pourquoi? Mais les hommes, nous avons suffisamment montré, on a bandé les muscles pour détruire tout, pour voler tout. Les hommes ont donc montré les limites. Non, mais nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Vous savez, la femme travaille plus que l'homme. La femme, c'est la procréatrice, c'est la nourricière. La femme, c'est l'éducatrice. Vous la mettez derrière. Il va créer des hommes médiocres qui ne feront rien. Il faut privilégier les femmes. Il faut mettre les femmes devant. Il faut les éduquer, les former. Vous savez, la femme pense toujours à la famille. Quand la femme cherche là, c'est les enfants, est-ce que mes enfants ont mangé là? Nous, les hommes, là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les enfants à la maison et puis on va chercher d'autres femmes dehors. C'est ça notre travail. C'est nous qui avons détruit ce monde-là. Et nous sommes en train de victimiser les femmes. Depuis l'indépendance, c'est des machines à applaudir, à créer des leaders hommes. Alors qu'ils ont toute une compétence. La femme travaille quotidiennement. Du matin au soir, travaille plus que l'homme. La femme est au corvée partout, dans tous les secteurs. Donc la femme est un acteur de développement, mais c'est la femme qui forme la société également. Quand vous allez dans une société, vous regardez le comportement des gens. C'est indiscipliné, regardez les femmes. Si c'est discipliné, regardez les femmes. Et quand on ne met pas la femme au cœur du développement, nous n'allons jamais nous développer. Voilà. C'est extrêmement important. Lamine Cissé appelle donc à voter pour Marie-Josée Ifoku. Bien sûr. Voilà. Massivement d'ailleurs. Voilà. Je reste toujours sur la RD Congo. Nous allons en parler aussi aujourd'hui. Pour être candidat, c'est peut-être l'une des failles du code électoral congolais. Il faut avoir une caution de $100 000, messieurs. $100 000. 50 000. $100 000.
américain avant d'être candidat à une élection présidentielle sur le sol africain. Votre avis là-dessus? Non, c'est la démocratie des bourgeois. Vous savez, ça va toujours se passer comme ça quand on va dire qu'il faut payer cher pour être candidat. Ça veut dire quoi? Que c'est déjà limité. Il y a des gens qui ne seront jamais candidats. Parce que pour fixer la caution, il faut tenir compte du train de vie dans un pays. Vous ne pouvez pas fixer. Parce que celui qui arrive à donner cette caution-là, s'il vient au pouvoir, il va d'abord se faire rembourser ce qu'il a dépensé pour la campagne. Donc je voudrais que l'on cesse de quand même... Parce que quand vous faites comme ça, c'est une élite bourgeoise qui sera toujours aux affaires. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce montant-là. Et je peux être homme politique, ne pas avoir les moyens et avoir une bonne vision pour mon pays. C'est pas parce que je n'ai pas les moyens que je n'ai pas une bonne vision. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent et que quelqu'un, une multinationale, doit vous aider à payer cette caution, si vous prenez le pouvoir, vous lui êtes redevable. D'où vous empêchez le développement de votre pays. Est-ce que ce n'est pas aussi une porte ouverte à la corruption si on doit aller mobiliser de l'argent avant d'être candidat? C'est la démocratie élitiste. Au Sénégal, c'est 30 millions. J'ai appris qu'au Bénin, on est en train de... On voudrait passer à 250 millions. Mais ça, c'est-à-dire que c'est inacceptable. C'est même inacceptable. C'est-à-dire que ça, c'est un combat citoyen. C'est inacceptable. On est en train de vouloir tuer la démocratie. La démocratie, c'est pour le peuple et par le peuple. Je ne me suis jamais prononcé dans la politique béninoise, mais ça, on ne doit même pas encourager ça dans notre continent. Pourquoi la démocratie doit s'arc-bouter sur l'argent? Pourquoi? Est-ce que le paysan lambda n'a pas le droit de dire je suis candidat pour être... Parce que tout simplement, il a les capacités intellectuelles, je suis candidat pour être un député. Et parce qu'il n'a pas les moyens, des gens qui ont de l'argent seulement vont nous gouverner. Nous sommes dans quel monde? Lamine Cissé, selon les défenseurs de cette proposition-là, c'est pour éviter que des candidatures fantaisistes à gauche, à droite ne puissent se porter candidat. Le candidat fantaisiste, on le détermine dans les urnes. Le candidat qui sort avec 0%, il faut fixer les taux de pourcentage pour que le parti soit au moins un parti. Il y a une méthode d'élimination des partis qui ne soit pas autour de l'argent. Mais quand même, l'argent, c'est la corruption. C'est l'argent qui est le nid de la mauvaise gouvernance. Un candidat qui donne 200 millions pour être président ou 200 millions pour être député, il ne va rien faire pour son peuple. Qu'est-ce que le peuple va dire? Mais pourquoi tu vas acheter le travail? Parce que quand je veux être député d'un peuple, je veux être au service du peuple. C'est le peuple qui doit me payer pour que je travaille pour le peuple. Et si moi je paye cela, je dois acheter cela? Pour être au service du peuple, je dois acheter cela? Mais arrêtons. On va où? Il faut préciser que la caution doit être retournée normalement si on atteint un certain... Non, ce n'est pas bien. C'est un écran, c'est un blocage. C'est un blocage. Moi, je veux être demain député chez moi. Je me prépare à aller être député chez moi. Si on monte la barre chez moi, je vais trouver l'argent. Désormais, c'est la promotion de la plutocratie. Et il y a des 10 000 ceux qui ont l'argent. C'est désormais la promotion de la plutocratie de ceux qui ont l'argent. C'est la bourgeoisie internationale. Ils peuvent avoir l'argent et ne pas avoir une bonne vision. Ils peuvent avoir l'argent et ne pas être intelligents. Mais comme c'est l'argent qui parle pour eux, ils feront tout à partir de l'argent. Et comme ça, l'Afrique ne va pas se développer. Parce qu'en Afrique, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont compétents, mais qui ne sont pas riches et qui ont envie de travailler pour leur pays, qui ont envie de développer leur pays. Et comme il le dit, c'est un combat citoyen. Les Africains doivent se lever pour dire les cautions exorbitantes, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que si on finira par nous dire un jour en Afrique, il faut déposer le milliard pour être candidat. Et combien d'Africains peuvent déposer le milliard pour être candidat? Mais en France, il n'y a pas de caution. Aux États-Unis, dans les autres pays. Caution pourquoi? Quand on veut être candidat, on ne doit même pas déposer caution. L'État est là pour le peuple. L'État doit avoir les moyens d'organiser les élections avec les moyens de l'État. C'est ça, quand on veut aller dans un processus de démocratisation sérieux et apaisé, faisons cela. Maintenant, éliminons les gens. Les candidatures fantoches là, si tu viens, tu as 0,1%, on te dit, toi, c'est terminé pour toi. C'est tout. Tu ne seras plus jamais candidat. Mais c'est fini. On te dit, bon, toi, tu as fait tes preuves, c'est terminé, va dans la coalition. Voilà, la plupart des chefs d'État africains disent souvent qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser des élections. C'est peut-être, je dirais, des palliatifs pour empêcher certains d'aspirer à ces fonctions-là. Messieurs, dernière question, quelle vie pour Kabila après le pouvoir? Je crois que Kabila sera toujours important pour son pays, d'autant plus qu'il est le chef de son parti. Tout à fait. Peut-il revenir candidat encore en RD Congo? Non, je ne sais pas si la Constitution le lui permet.
Mais je pense qu'il va lever sa barbe pour revenir. Voilà. Constitution de son pays, il est sénateur à vie. Tout à fait. Et puis, il est homme d'affaires, il peut retourner à ses affaires. Ce qui est sûr, tout en étant aux affaires, il peut encore tirer les ficelles. Absolument. Voilà, merci. Merci, messieurs. Débat très intéressant avec vous, RD Congo, Emmanuel Ramazani Chadari, candidat du FCC, un fidèle de Joseph Kabila. Pour quelle chance face à l'opposition? Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.